Eh bien, bonjour. Donc, merci de nous accueillir aujourd'hui et merci pour cette audience fort intéressante. Je m'appelle Jean-Luc Malige, je suis le directeur commercial de la société Coeris et je suis accompagné par deux experts de la solution SPAD de la société Coeris. Julien Blaise, qui est notre responsable de la recherche et développement, donc qui s'inspire beaucoup d'un certain nombre de discussions pour faire avancer notre technologie autour de l'outil SPAD, et Solène Bianez qui va s'occuper de vous présenter la dernière version de notre solution SPAD V9, qui est data scientist chez nous. En deux temps, je vais vous monopoliser le micro juste 5 minutes, histoire de repositionner qui est l'entreprise Coeris. Donc nous sommes un éditeur de logiciels. Ça, c'est véritablement dans notre ADN, ou c'est plutôt revenu dans notre ADN, puisque ça fait 3 ans qu'on a changé un petit peu de modèle économique pour revenir justement à cette question d'édition de logiciels. Un peu plus de 15 millions d'euros, enfin un peu moins de 15 millions d'euros l'année dernière, en croissance de 10% par rapport à l'année précédente. Et malgré le fait que nous soyons franco-français, nous sommes une société française basée en région parisienne. La seule chose que nous ayons externalisée, c'est notre R&D, on l'a externalisé à Aix-en-Provence. Pour le coup, on est quand même présent dans un certain nombre de pays puisque nos clients nous emmènent dans la quasi-totalité à l'international. Près de 1000 clients, et la proportion de ces 1000 clients est d'à peu près 60% qui sont des clients SPAD au quotidien. À peu près 130 collaborateurs. On aime bien le noter, on a été lauréat d'un trophée sur l'innovation au salon Big Data en 2015, dans le cadre d'un travail qu'on a mené et qui a été dirigé par Julien avec le groupe SEB, les cocottes minutes, sur un sujet qui était le moteur de recommandation et pour lequel on a eu un trophée après 2 ans de travaux et qui fait l'objet actuellement chez nous d'un sujet de thèse. Quelques-unes de nos références, parce que ça fait toujours, c'est très corporate, de sociétés qui travaillent avec nous. Alors elles sont verticalisées, malgré le fait que nos solutions, elles, ne sont pas verticalisées. On les a mis dans des boîtes. Donc certains d'entre vous vont vous retrouver ici, qui utilisent ou pas d'ailleurs la solution SPAD, puisque dans notre offre produit, qu'on essaie de symboliser dans notre logo, on est très connu, on a une certaine ADN dans le domaine des solutions CRM, de la gestion des relations clients. C'est vrai que ça, c'est un point qui a donné naissance à la société Coeris en tant que telle dans les années 90. Tout ce qui tournait autour de la gestion de la relation client au sens service consommateur, force de vente, outils marketing, campagne marketing, etc. Donc des outils assez basiques il y a encore quelques années et qui sont de plus en plus dynamiques, puisque dans l'intégralité de nos solutions aujourd'hui, on intègre de l'analytics et des technologies issues de data mining, powered by SPAD, évidemment. On l'illustrera peut-être au travers de notre solution, tout à l'heure de la démo. Et dans des petites choses très sympas qui font partie d'innovations qu'on intègre dans les CRM, c'est des moteurs de text mining qui sont directement intégrés, qui vont analyser des posts Facebook, Twitter ou un simple email afin de le router, de le taguer, et de le router directement vers la bonne personne ou le bon opérateur pour répondre à un problème soit commercial ou autre. Donc ça, c'est des petites choses qui fait qu'on a un certain intérêt qui est reconnu par nos clients. Donc du CRM, mais aussi, vous voyez, on fait de la business intelligence, de la data vise, avec un outil qui s'appelle Liberty, qui est issu d'une acquisition il y a quelques années maintenant, d'une société qui s'appelait Harry Software, que certains connaissent probablement ici. Et donc là, on va se retrouver en concurrence frontale et directe avec des Américains à nouveau sur des outils de data vise. Un exemple très concret et très parlant, on a un partenariat en ce moment avec la société IFOP qui, tous les jours, si vous allez sur le site de l'IFOP là maintenant, vous allez pouvoir avoir ce qu'ils appellent le rolling des élections présidentielles, et tous les jours, en fait, ils mettent à jour des données. Et là, en temps réel, vous pouvez aller accéder avec notre outil de data vise sur justement les tendances jour après jour de ce panel de personnes qui répondent à des questions pour l'IFOP. Repose chez nous aussi, ça c'est important, donc des équipes d'experts, puisque nous intégrons nos propres solutions.
par nous-mêmes. On a aussi un écosystème d'intégrateurs. Mais c'est vrai que sur tout ce qui tourne autour du data mining, text mining, et moteur de recommandation en temps réel, ça repose sur un pôle d'experts que nous appelons, nous, connaissance client, dans lequel fait partie Solène. Voilà pour la carte d'identité. Je laisse la parole à Solène. Merci Jean-Luc, bonjour à tous. Donc oui, je vais vous parler de SPAD. Donc SPAD, c'est donc un logiciel de data mining qui est né il y a une quarantaine d'années dans le monde du public, des laboratoires de recherche. Il est toujours très enseigné, très utilisé dans le monde de l'enseignement et la recherche. On est enseigné dans 70 grandes écoles et universités. On est présent dans 158 unités de recherche. On a tous les ans 1000 étudiants qui rédigent des rapports avec nous, qui traitent des données avec nous. Pour ça, on a une licence étudiante qui est gratuite, qui est mise à disposition des étudiants. On est présent à l'international, on est présent sur des campus prestigieux tels que Berkeley ou Stanford. Et pour notre développement, notamment à la R&D, on travaille en partenariat avec des chercheurs, dont certains sont dans la salle et ont même présenté leurs travaux ce matin, avec qui on travaille depuis une dizaine d'années, je crois, Rico. 15 ? Voilà, qui nous aident donc à développer le logiciel sur des parties très très précises. Et voilà, c'est l'occasion aujourd'hui de les remercier à nouveau. Alors SPAD, en termes de fonctionnalité, on couvre toute la démarche statistique de l'import des données dans toutes les bases de données, dont Hadoop. La data préparation avec toute la phase de data management, et on sait très bien quand on traite des données que c'est vraiment appréciable d'avoir un outil de data préparation facile à utiliser, qu'on perd déjà, enfin on prend beaucoup de temps à faire de la data préparation, donc autant avoir un outil fluide et agréable. Au niveau de l'exploration de données, c'est un peu notre origine, les analyses factorielles, les typologies. Donc on a refait pour cette nouvelle version tout l'ensemble de nos analyses factorielles et de nos typologies. Donc les personnes qui sont habituées à SPAD, vous allez peut-être avoir, j'espère, un effet waouh aujourd'hui, comme quoi il est encore mieux qu'avant. Ensuite, on fait aussi beaucoup de modélisation. On a tous les algorithmes de modélisation classiques, donc tous ceux dont on a parlé ce matin, les réseaux de neurones, les SVM, etc. Je vous montrerai ça. Et bien sûr, on en a parlé aussi, il ne suffit pas de faire son modèle, mais l'important aussi, c'est de permettre son déploiement sur des données qui arrivent potentiellement en temps réel, etc. Je vais vous montrer également comment on met en œuvre ça grâce à SPAD. Au niveau des 4 points forts, donc la couverture complète, je vous en ai parlé à l'instant, l'usage, donc on essaye, nous, de convenir aux deux publics, les initiés et ceux qui le seraient moins. Donc, on met en place depuis quelques années des méthodes plus ou moins automatiques qui vont être en fait des guides pour les non-initiés. Mais évidemment, on garde toujours les méthodes classiques, enrichies, paramétrables à volonté pour les personnes qui veulent aller vraiment finement dans leurs analyses. Mais on essaye d'adresser les deux publics. On est compatible avec R et avec Python, donc vous pouvez avoir votre script préféré en R, le faire tourner dans SPAD et ainsi pouvoir bénéficier de la richesse que promet SPAD, par exemple en termes de restitution graphique. Donc là encore, vous pouvez générer des données que vous avez avec un script R et les intégrer dans SPAD ou Python. Au niveau de services de qualité, on en parlait ce matin avec R. Donc nous, on a un support, c'est-à-dire que vous nous appelez, on répond au téléphone, sans souci. On a des docs, des aides en ligne, on a des documents PDF qui vont avec chacun de nos dossiers, de nos types de modélisation, qui sont en fait des exemples commentés à travers, qui sont des guides, qui sont souvent rédigés d'ailleurs en aide avec les professeurs qui travaillent avec nous. Donc vraiment, en termes d'aide, on est assez riche.
Je vais vous en parler tout à l'heure, c'est les nouveautés de la V9, donc les analyses factorielles, le text mining et la modélisation automatique. Et là, c'est la phase démo en live. Donc voilà à quoi ressemble le SPAD. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Donc SPAD, c'est un logiciel dans lequel vous ne ferez pas de programmation. C'est du workflow. Vous n'entendez pas? C'est du workflow. Donc c'est des méthodes qu'on glisse et qu'on dépose. Je vais vous montrer. Donc il y a 4 fenêtres principales dans SPAD qui sont ici. Ici, la première, ce qu'on appelle, nous, le panier des méthodes, dans laquelle vous allez pouvoir trouver toutes les méthodes qui sont implémentées dans le logiciel. Donc, l'import des données, l'export, toutes les méthodes de data management sur les lignes, sur les colonnes, les statistiques descriptives, tout ce qui est analyse factorielle, classification, modélisation avec les analyses classiques, les algorithmes de data mining, arbre de décision, SVM, règles d'association, etc. On a aussi assez récemment inclus un module de série chronologique dans lequel vous allez pouvoir faire de la modélisation Box & Jenkins, du text mining, les liens avec R et Python et tout ce qui est déploiement. Donc comment ça fonctionne? Je vais partir de zéro pour vous montrer. Je vais importer des données. Je prends une méthode ici que je glisse dans la fenêtre qui est ici. En double-cliquant sur la petite icône que je viens de poser dans la fenêtre principale, j'ai accès à tout le paramétrage. Je vais aller chercher mon fichier. Voilà, je l'ouvre. Il y a toutes les options classiques, le séparateur de colonnes, etc., c'est la décimale. Vous avez un onglet métadonnées dans lequel vous pouvez modifier le rôle de vos variables. Par exemple, ma première colonne, c'est un identifiant de mes lignes. Donc, je vais la changer, je vais lui dire c'est une variable identifiant. Donc là, vous gérez votre import de données. Voilà, ça a tourné, il y a une petite croix verte. Et vous voyez qu'il y a une deuxième fenêtre qui est en bas, la fenêtre données, qui est apparue, dans laquelle vous voyez les données que vous avez générées, tout de suite. Avec tout de suite des indicateurs sur les statistiques descriptives de vos variables. Donc pour les variables continues, vous avez tout de suite le minimum, le maximum, la moyenne, l'écart type, etc. Pour les statistiques, pour les variables nominales, vous avez les histogrammes. Ça peut vous permettre tout de suite de détecter des données aberrantes, des données manquantes, etc., tout de suite en important votre base. Ensuite, je vous montre juste sur un petit exemple, je vais faire très simplement un filtre logique. Je double-clique sur ma méthode et je dis que je veux sélectionner les individus qui sont relatifs à l'année 94 de mon étude. Je mets un filtre, je clique sur OK, et là, vous allez voir que vos données, elles évoluent. Ici, on avait l'année 91-94, et là, tout de suite, j'ai switché, j'ai changé les données. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez apprécié de nos clients, de pouvoir, au fil de l'eau, comme ça, avoir la main sur les données et pouvoir vérifier à chaque instant, visuellement, que les données ont bien été importées. Je vous montre rapidement au niveau des aides. Donc, hop. Voilà, donc je vous en parlais, toutes les aides que nous avons, des documents PDF, voilà, avec des exemples commentés à chaque fois, tout le paramétrage, etc. Maintenant, on va passer aux choses un peu plus sérieuses. Je vais vous montrer notre diagramme de démonstration. Donc tout ce que je vais vous montrer là, c'est quelque chose que vous allez pouvoir télécharger gratuitement sur notre version de démo sur le site de Coeris, qu'on a préparé et que vous pouvez manipuler. Donc si ça vous intéresse de regarder, il n'y a pas de souci, vous pouvez le télécharger. On va commencer tout de suite avec ce qui est notre cœur de métier, l'origine de SPAD, les analyses factorielles. Donc j'ai importé des données qui sont relatives au monde bancaire, où des clients sont décrits par un certain nombre de caractéristiques, comme
leur emprunt, leurs caractéristiques sociodémographiques, leur possession de carte bleue ou pas, etc. Et je vais vouloir essayer de regarder ce qui se passe dans mes données, donc je vais faire une ACP. Bien sûr, avant, j'ai mis un certain nombre de méthodes de data préparation, histoire d'avoir une base saine sur laquelle travailler. Donc l'ACP qui a été refaite donc, pour cette V9, je sélectionne les variables actives, hein, très classiquement, de mon analyse. Je note ici quand même que pour cette nouvelle version, on permet la pondération des individus, mais aussi la pondération des variables d'une analyse. Donc on a l'analyse bipondérée depuis la fin de l'année dernière. Et bien sûr, on a accès à tous les paramètres qui vont bien pour traiter une ACP. On normalise les vecteurs, sinon on se retrouve à ne pas détecter comme il faut les images. Donc ici, analyse normée. Voilà, on peut faire des filtres sur les individus, etc., qu'on veut mettre dans l'analyse. Maintenant, en termes de résultats dans SPAD, comment ça fonctionne? Vous avez, pour la plupart des méthodes, 2 types de résultats. Le premier, c'est le rapport Excel ou autre, hein, qui va vous donner, c'est des listings, qui va vous donner toutes les informations qui vont vous intéresser, qui sont relatives à une méthode. Telles que pour une ACP, voilà, typiquement les coordonnées des variables, les variances des axes, les valeurs propres, etc., tout de suite dans des rapports Excel. Et vous avez également des résultats graphiques. Et donc là, voilà, c'est notre nouvelle interface graphique. Vous voyez tout de suite les nuages des individus, le cercle des corrélations qui apparaît en un clic. Vous pouvez, si vous le souhaitez, là on est sur le plan 1-2, aller ajouter tous les plans que vous voulez et pouvoir regarder tout de suite. Donc ça peut vous permettre déjà de stabiliser votre analyse. Vous allez commencer à pouvoir regarder une ACP une fois que votre nuage sera homogène, etc. Donc là, vous stabilisez. Une fois que vous avez stabilisé, je vais travailler sur le plan 1-2. Vous allez vouloir habiller assez vite vos graphiques, essayer de les rendre jolis, essayer de les rendre, pouvoir les montrer à des gens qui ne sont pas familiers avec l'ACP, donc essayer de les rendre parlants. Ça, on sait que ça peut être vraiment laborieux de customiser un graphique factoriel comme ça. Donc on a essayé de rendre les choses plus facile. Donc, vous pouvez tout de suite, donc, bien sûr, mettre les libellés de vos variables, hein, avoir accès, pouvoir les bouger. Vous pouvez sélectionner les points et supprimer du cercle les variables qui seraient non corrélées. Et au niveau des individus, vous pouvez habiller vos points selon des variables nominales. Donc, par exemple, on va regarder l'habillage des individus selon si la personne possède ou pas une carte Visa Premier. Donc, je clique ici sur la variable possession Visa Premier et je vais habiller mes points en 2 couleurs. Donc, hop, et je vais mettre des ellipses d'inertie. Voilà, j'ai tout de suite 2 ellipses qui apparaissent pour pouvoir habiller mon nuage. Hop. Ce qui est bien ici, c'est que vous vous dites mince, je me suis trompée, j'aurais pas dû habiller mes points selon Visa Premier. Vous avez juste à cliquer ici, vous revenez au départ, à recliquer et vous revenez au graphique que vous venez de faire. Ça, c'est très appréciable. Parce que là, vous pouvez enchaîner les traitements, vous pouvez en faire plein, des ellipses dans tous les sens, et vous pouvez à la fin choisir vraiment quel va être le graphique que vous allez vouloir exporter, le ou les graphiques que vous allez pouvoir exporter. Et ça, très vite. Je peux aussi... Ça, c'est l'effet démo, je ne me rappelle plus. Alors, individu actif. Bon, les corrélations, c'est où? Heureusement qu'il est là. Hein.
Ah, voilà, c'est celui-là. Mais il est grisé. Donc, je vais habiller mes points individus selon leur contribution. Voilà, j'ai tout de suite, encore une fois, l'info qui se répercute sur le graphique. Voilà, donc j'espère vous avoir convaincu avec la facilité d'utilisation de ces graphes. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire derrière, une classification. Hein. Classiquement, après une analyse factorielle, on a envie de faire des groupes, on fait une classification. Je vais vous montrer notre dendrogramme parce qu'il est quand même chouette. Donc voilà, j'ai demandé une partition de mes individus en 3 et 4 classes ici. J'ai mon dendrogramme qui apparaît avec des coupures. Je vais pouvoir déjà, c'est de la customisation, mais c'est toujours appréciable d'avoir quelque chose de joli. Je vais pouvoir colorer les branches de mon dendrogramme selon l'appartenance des individus aux classes. Je suis ici. Là, je ne suis pas au niveau individu, je suis encore au niveau classe parce que j'ai beaucoup d'individus dans ma base. Je vais pouvoir zoomer aussi longtemps que je veux pour aller finement dans mes classes et ça va pouvoir vous aider en termes d'analyse. Vraiment, vous allez pouvoir aller finement. Et surtout, cet arbre, il est interactif. Hop. Vous avez vu, j'ai demandé un découpage en 3 classes et en 4 classes. J'ai des rapports tout de suite pour évaluer la qualité de mes partitions avec la courbe d'indice de niveau. Mais si je me dis, mince, j'aurais pas dû demander 4 classes, je vais demander plutôt 6 classes. Je me positionne ici et j'ajoute un découpage en 6 classes. Vous allez voir que le rapport ici, il y a des nouvelles caractéristiques de mon découpage en 6 classes qui sont arrivées. Et non seulement ici, ça a bougé, j'ai des nouvelles caractéristiques, mais aussi, je vais pouvoir, en cliquant ici, enregistrer ce que j'ai fait, enregistrer ma partition et pouvoir la déployer. Donc, c'est-à-dire que vous avez un a priori, vous paramétrez la méthode avec cet a priori-là. Vous vous rendez compte en regardant les graphiques qu'au final, il y avait quelque chose de mieux à faire, mais vous pouvez changer et directement mettre à jour votre analyse à partir des graphiques. Et bien sûr, puisque j'ai fait une classification sur des coordonnées factorielles, comme c'est l'usage de le faire dans la bonne pratique, je vais avoir envie de regarder comment se répercutent mes classes sur mon plan factoriel. Donc tout de suite, si je clique, j'ai mes classes qui apparaissent ici sur mon plan factoriel avec ici la partition en 3 classes. Si je veux revenir à comme j'étais tout à l'heure, je décoche. Et ici, je vois la partition en 4 classes. Je peux même mettre les deux et je peux même me rendre compte que pour passer de la partition en 3 classes à la partition en 4 classes en cliquant ici, c'est juste ma 3e classe qui s'est splittée en 2. Donc c'est des choses qui sont des éléments graphiques, mais qui peuvent vous vraiment, à mon avis, faire gagner du temps dans la stabilisation d'une analyse. On va changer de monde et passer dans le monde de la modélisation. Donc, je vais essayer de modéliser une variable nominale à 2 modalités. C'est un exemple simple, c'est des données libres que vous allez pouvoir retrouver. C'est toujours des données bancaires dans lesquelles des clients d'une banque sont décrits par un certain nombre de variables qui les caractérisent et dont on a l'info, est-ce que ce client c'est un bon ou un mauvais client? Est-ce que je lui ai accordé son prêt et qu'il l'a bien payé ou pas? Donc j'ai cette info-là, c'est la variable que je dois prédire, elle s'appelle type de client. Pour établir un modèle et prédire cette variable bon ou mauvais client, j'ai un certain nombre de méthodes qui s'offrent à moi dans SPAD, que vous retrouvez ici dans le package modélisation statistique et que vous retrouvez dans le package algorithme de data mining. Alors, soit vous avez le temps, vous êtes statisticien, data scientist et vous êtes vous avez envie de construire le meilleur modèle. Vous allez tous les mettre, tous les comparer
avec des courbes de ROC, etc. On en a parlé ce matin. Vous avez la possibilité de le faire avec SPAD. Et vous avez accès à tout le paramétrage aussi fin qui nous a été possible d'implémenter. Donc normalement, vous avez exactement les mêmes paramètres dans nos interfaces graphiques que ceux que vous allez pouvoir trouver dans une routine R avec entre parenthèses des virgules, etc. Normalement, vous avez tout ici dans l'interface graphique. Mais on a aussi, depuis cette nouvelle version, essayé d'adresser également des personnes qui ont un peu moins de temps, qui sont un peu moins expertes. Et donc, on a créé une variable, une méthode qui s'appelle modélisation automatique. Vous allez donner en entrée à cette méthode la problématique que vous allez vouloir résoudre. Donc moi, ma problématique, c'est que je veux expliquer le type de client. Et j'ai un certain nombre de variables qui sont à ma disposition, qui sont les variables explicatives. J'ai juste à les sélectionner et à dire ce sont mes variables explicatives. En fonction de ce que je vais sélectionner là, surtout du type de variable qui est à prédire, du type de variable explicative, SPAD va me dire, voilà, pour répondre à ta problématique, on a un certain nombre de modèles qui sont possiblement déployables, que tu retrouves ici. Alors tu peux les cocher ou pas et les essayer ou pas. Ce que va faire SPAD là, c'est qu'il va tous les faire tourner. Et il va, avec les paramètres par défaut, et il va proposer une comparaison visuelle de ces modèles. Je vous montre. Voilà. Là, vous avez ce qu'on donnait sur mon exemple, la régression logistique, la discriminante, les réseaux de neurones, les réseaux bayésiens, les arbres de décision, les 3 algorithmes d'arbres de décision, avec le pourcentage de biens classés dans cette colonne-là et le classement par mes 2 modalités, bon ou mauvais client, et le nombre de variables qu'il a retenues. Vous avez les matrices de confusion qui apparaissent également sur l'échantillon test et sur l'échantillon d'apprentissage. Cette méthodologie, elle vous permet d'avoir un premier avis, quelle va être la méthode qui va convenir le mieux sur mes données, avec le paramétrage par défaut qui a ses avantages mais aussi ses inconvénients, on le sait. Une fois que j'ai fait ça, je peux archiver mes modèles. Je les archive. Et derrière, je peux établir une conclusion qui va être un vote des différents modèles. Je vous explique, je vous montre. Ici, dans les données, j'ai ma variable type de client, celle que je connais, la vraie, elle est ici. Là, j'ai les conclusions des 3 meilleurs modèles que SPAD a jugés comme étant les 3 meilleurs modèles. Des fois, ils sont en concordance, des fois non. Dès la 2e ligne, on voit que le réseau de neurones, il n'est pas d'accord ni avec la régression logistique et il n'est pas d'accord non plus avec la discriminante. Ce qu'on fait, c'est que chaque modèle est considéré comme étant un juge et on va choisir comme conclusion finale le nombre de juges, la conclusion qui aura été donnée par le maximum de modèles, donc par le maximum de juges, qui est ici. Donc ici, on voit que mon premier individu, il est bon client, et il y a 100% des modèles qui lui ont donné bon client. Celui du dessous, il est bon client, mais il n'y a que 1 sur 2, il n'y a que 2 tiers des modèles qui l'ont jugé bon client. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, quelque chose de plus automatique, mais qui peut avoir son intérêt. Qui l'a, j'en suis sûre. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire plus finement. Je vais vous montrer une des 5 méthodes qui est ici. J'ai choisi les arbres de décision. Et je vais vous montrer notre arbre interactif. Voilà. Donc là, vous avez notre arbre de décision. On voit que la variable la plus discriminante pour prédire ma variable, c'est la domiciliation du salaire. Ce qui est intéressant dans cet arbre, c'est que vous voyez, je clique sur chaque nœud, j'ai tout de suite les distributions qui apparaissent ici, qui évoluent. Je peux aussi choisir d'élaguer mon arbre en temps réel, j'élague mon arbre. Et là, encore une fois, j'ai changé mon modèle, je vais pouvoir dire à SPAD, attention, mon modèle a été changé, donc sauvegarde-le-moi et refais-le tourner sur mes données. Donc encore une fois, c'est vous qui interagissez avec le graphique
et SPAD met à jour. De la même façon, vous avez les rapports avec les matrices de confusion, les descriptions, etc., qui interagissent. Si je remets ici, là vous voyez mon rapport, la matrice de confusion, etc. Si je remets la branche que je viens de supprimer, vous voyez que mon rapport a changé. Les pourcentages ont évolué. Ensuite, une fois que vous avez fait l'ensemble de vos modèles, une fois que vous avez établi l'ensemble de vos modèles, le but du jeu, c'est de les comparer. Donc, on a bien sûr les courbes de lift. Voilà, qui vont vous permettre de comparer, vous permettre de comparer vos modèles entre eux. Et là, le meilleur, c'est le réseau de neurones. Ok, il me reste à vous parler un petit peu de la partie text mining. Donc nous, notre approche dans SPAD, c'est de se dire qu'en text mining, on va essayer d'aller établir des liens entre des groupes de population, des groupes d'individus et des mots qui vont caractériser la façon dont ils ont répondu à des questions ou dont ils ont écrit un texte, etc. Donc le but du jeu, c'est vraiment d'établir, souvent on traite ça avec l'analyse des correspondances, comment on va établir des liens entre les individus et la façon dont ils ont de répondre à des questions. Pour faire ça, c'est pas ça que je vais vous montrer aujourd'hui, mais pour faire ça, il faut stabiliser le vocabulaire, parce qu'on sait quand on fait une étude de text mining que le nombre de mots différents qui rentrent en jeu est énorme. Moi, là, récemment, j'ai fait une étude de text mining, j'ai ouvert, il y avait 100 000 mots. Donc, aller faire une analyse des correspondances avec 100 000 mots différents, c'est compliqué. Donc il y a une étape de réduction de vocabulaire, de regroupement des mots ensemble, on enlève les mots vides, etc. On va regrouper les synonymes. Et c'est quelque chose qui peut prendre, et encore une fois, beaucoup de temps. On a essayé avec cette nouvelle version de vous faciliter les choses. Et c'est ça que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est cette étape qu'on appelle l'étape de lématisation. Donc j'ouvre ma lématisation et j'ai tous les mots qui apparaissent. Vous allez pouvoir, à la main, si vous le souhaitez, regrouper des mots. J'ai regroupé administratif et administrative. Je regroupe. Si vous avez à le faire pour 100 000 mots, à l'année prochaine, voire un peu plus. Donc, pour vous aider, on a des algorithmes automatiques. Donc, le premier qui est basé sur la phonétique des mots et qui va regrouper donc, les mots qui semblent phonétiquement être semblables. Voilà, donc il regroupe bien les singuliers et les pluriels, on est content. Voilà, il va vous faire un certain nombre de regroupements. Déjà, ça va pouvoir vous aider. Alors là, je pose le micro. Donc, je prends tous les regroupements, je clique sur OK. Voilà, et là, vous avez accès, vous voyez ici, à tous les regroupements que SPAD a choisi de faire. En plus de cet algorithme qui est basé sur la phonétique, on a d'autres outils. On a autre chose, et là, ça permet de traiter quasiment toutes les langues dans la mesure où on dispose d'un dictionnaire de mots racines. Donc, on va regrouper ensemble des mots qui ont la même racine linguistique. Ici, on est en français. Vous voyez qu'il m'en a trouvé d'autres par rapport à ce que m'a trouvé la phonétique. Déjà, j'ai un premier tri qui est fait. Maintenant, je vais pouvoir aussi, par exemple, enlever les mots dont la longueur est inférieure à 4, par exemple. Voilà, je les sélectionne. 4, c'est peut-être beaucoup, mais je mets 4. Je peux les regrouper dans une catégorie mots de moins de 4 lettres, mais je peux aussi les supprimer. Je les ai supprimés. Voilà, donc vous avez déjà un petit peu nettoyé votre base. Et surtout, vous vous rendez compte que vous avez fait quelque chose
qui est pas bon. Là encore une fois pour cette V9, on a fait attention à ça, pouvoir faire un retour en arrière sans être obligé de tout recommencer. Donc là, il y a toutes les actions que j'ai fait devant vous et je peux faire marche arrière si je le souhaite. Donc ça, c'est une étape de data management et on espère vraiment, on le sait, que ça va vous faire gagner du temps si vous avez des études de text mining à faire. Je ne rentre pas dans le détail de la façon dont on traite une fois qu'on a stabilisé le vocabulaire, mais bon, voilà, nous on fait derrière des analyses factorielles, du clustering et on peut même faire de la modélisation. Il me reste encore 10 minutes. J'ai vu que c'était 7, mais j'ai essayé de dire 10. Ok. Je vous montre rapidement. Comment ça fonctionne les scripts R. Donc, j'ai un script R qui est vraiment un exemple simple. Qui est celui-là, hein. Il y a 5 lignes. Mais je vais vous montrer que je peux l'exécuter dans SPAD et récupérer les résultats dans SPAD. Donc je l'ai ici. Et j'ai les résultats classiques que vous avez dans R. Donc vous reconnaissez hein, le R. Et vous avez les graphiques. Voilà, j'ai des graphiques R. Là, on reste dans R, mais on est capable également d'aller directement écrire des données que vous allez récupérer dans R et de les implémenter dans SPAD. De la même façon, on peut exécuter des scripts R sur des éléments que vous avez générés dans SPAD, typiquement des coordonnées factorielles, un scoring, etc., ce genre de choses. Ou Python, on peut faire la même chose avec Python. Je voulais vous montrer les séries chronologiques, mais je vais zapper les séries chronologiques et je vais vous parler du déploiement. Donc vous êtes super content, vous avez un super modèle, très satisfait, qui marche bien, avec un taux de bon classement qui est super, mais bon, maintenant vous allez vouloir industrialiser votre modèle, soit sur une plus grosse base de données, ou soit tout simplement sur des données qui vont arriver en temps réel. Donc la solution pour ça, que nous on a choisi en tout cas, c'est de faire des appels web. Donc on va aller brancher le modèle sur une application qui peut être la nôtre, mais qui peut être également une autre application, qui va récupérer des données. Les échanges vont se faire entre cette application et notre modèle SPAD. On va appliquer une règle, une fonction, puisqu'un modèle, c'est rien de plus qu'une fonction, sur ces données qui arrivent en temps réel, et on va établir la conclusion et réexporter cette conclusion toujours par appel web. Donc ça vous permet de traiter le temps réel, et ça vous permet surtout de traiter la parallélisation, donc les big data, etc. C'est comme ça que nous, on l'adresse. Donc au niveau du déploiement, c'est ce qu'on permet de faire. Je ne sais pas si Julien voudra étayer mon propos, mais je vais lui passer la parole. Voilà, donc j'espère que cette démo vous a convaincu. On est sur le stand, on vous attend, on peut vous montrer d'autres choses. Donc n'hésitez pas. Il me reste une dernière chose à vous dire et je passe la parole à Julien et vous allez pouvoir aller manger et nous aussi. Donc, on fait des formations chez SPAD, des formations qui allient la théorie et la pratique. Donc on met en œuvre tout ce qu'on enseigne sous SPAD évidemment, mais on enseigne aussi les éléments théoriques. Donc on a un cursus, ça va d'une statistique descriptive à des méthodes de machine learning avancées. Donc n'hésitez pas si vous avez des besoins en formation. Et également, on dispense des cours. Donc s'il y en a parmi vous qui souhaiteraient faire rentrer un logiciel qui n'est pas libre dans votre université, j'insiste sur le fait que les tarifs pour le monde d'enseignement et de la recherche sont vraiment réduits à leur maximum. Voilà, il me reste à passer la parole à Julien sur les perspectives de roadmap et à vous remercier.
Bonjour à tous, je vais faire vite, effectivement, puisqu'il ne reste que quelques minutes. Je voulais vous donner quelques perspectives de roadmap pour SPAD. Donc là, ce que vous a montré Solène, c'était la version 9. Donc elle vous a montré de bout en bout toutes les analyses qu'on pouvait faire, toute la partie prédictive, que l'industrialisation est possible. Voilà. Donc ce sur quoi on travaille pour la prochaine version, qui est prévue pour la fin de l'année, c'est que, par exemple, ce qu'elle vous a montré à la fin, sur l'industrialisation des modèles. Aujourd'hui, on peut le faire dans un serveur qu'on appelle SPAD Real-Time en temps réel, donc appelé par API. Ce qu'on aura aussi disponible à la fin de l'année, c'est qu'on pourra déployer le même genre de modèle. Donc, dans une ligne de traitement, vous pouvez faire n'importe quelle méthode SPAD, n'importe quel modèle que vous avez réalisé. Vous pourrez aussi le déployer dans Hadoop facilement. Et donc, ce que Solène n'a pas eu le temps de vous montrer, mais que je vais essayer de vous décrire, c'est que de la même façon qu'on exécute un script R ou un script Python, on peut aussi fabriquer très facilement, en mettant des commandes spécifiques dans les commentaires du script, une interface équivalente à celle de SPAD, où on sélectionne ses variables, qui exécute ce script-là. Quelque part, qu'est-ce que c'est comme avantage pour vous? C'est que vous avez dans votre équipe quelqu'un qui connaît très bien le Python ou quelqu'un qui connaît très bien le R, et ben, il va pouvoir fabriquer ce script, le tester, ensuite mettre dans les commentaires juste ce qu'il faut, pour que tous les autres personnes, et même lui d'ailleurs, s'il a envie de gagner du temps, bah, la prochaine fois qu'il réutilise ce script, il n'a pas à modifier le script, il a juste à choisir ses variables, changer quelques paramètres, et ça tourne. Donc voilà, on va faire la même chose pour Python. Aujourd'hui, ce n'est pas encore fait pour Python. Et on fera aussi l'intégration des packages qui sont cités ici. On veut remonter Python au même niveau que R, puisqu'on a écouté ce qui a très bien été expliqué tout à l'heure. Il y a une égalité entre les deux langages maintenant dans notre métier. Et on va aussi ajouter quelque chose qui s'appelle sous-diagramme et boucle, c'est-à-dire que tout ce qu'on vous a montré aujourd'hui que vous pouvez enchaîner, vous pouvez l'enchaîner dans un seul diagramme. On va rajouter quelque chose pour que vous puissiez boucler un traitement. Par exemple, vous voulez faire le même traitement prédictif, mais par pays ou par homme, femme, etc. Vous avez à le décrire qu'une seule fois et vous dites que vous bouclez sur les valeurs d'une variable. Voilà un petit peu pour les perspectives de la version prochaine. Merci beaucoup.